Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre paru tout récemment. Un livre de plus sur le MH370, me diriez-vous. Qu'apporte-t-il de nouveau? Eh bien, je dirais un point de vue de pilote professionnel. Je me réjouis de voir un pilote de métier venir valider bon nombre d'affirmations que j'ai pu faire au cours de mon enquête. L'auteur m'avait d'ailleurs contacté il y a maintenant presque 2 ans après avoir lu mon ouvrage. Il se trouve que Patrick Louis, mon instructeur d'aéroclub et ami, ancien pilote de la Patrouille de France puis Air France, dont je recommande d'ailleurs ses ouvrages au passage, l'avait très bien connu dans l'armée de l'air avant de le retrouver en compagnie aérienne plus tard. Et ce qu'il m'a dit sur lui m'avait particulièrement mis en confiance. Il m'avait dit « Ce mec est extrêmement compétent, tu peux lui faire confiance ». Et connaissant la sincérité et la bienveillance de Patrick Louis, je sais que je pouvais m'en remettre à son jugement. Nous nous sommes justement rencontrés avec Patrick Blély, l'auteur de cet ouvrage, et avons passé de nombreuses heures à discuter, réfléchir sur cette enquête. Il est né depuis une forme de respect mutuel et nous sommes devenus même amis. Nous avons énormément de points de convergence, comme vous allez le voir. Nos raisonnements sont parfois un peu différents, mais nos conclusions très souvent identiques. La seule personne ayant pu détourner cet avion ne pouvait être que le commandant de bord. Et cela ne fait aucun doute pour nous deux. Et qu'importe les critiques de dire qu'il est facile d'accuser le pilote. Les faits sont sous nos yeux, dans des rapports certes pas toujours complets, mais on a suffisamment d'éléments pour aller dans cette direction. Patrick Blély apporte, dans son enquête sur le commandant de bord et sur sa vie privée, un angle sérieux et précis. Ne serait-ce pas pourtant aux journalistes de faire ce travail d'enquête. Mais son travail va plus loin que la simple enquête sur le commandant de bord. J'ai donc essayé de résumer différentes parties de son ouvrage sans pour autant tout révéler du contenu du livre, bien entendu, que je vous recommande à la lecture. Alors, son livre commence par l'enquête sur le pilote. Alors, l'auteur nous présente un grand nombre d'informations sur sa vie privée. C'est extrêmement intéressant pour comprendre un peu le profil de la personne. Alors, s'il n'est pas possible d'affirmer à 100% sa culpabilité, le portrait qui y est donné, notamment par sa propre famille, ça c'est important de le dire, est bien loin de l'image parfaite que s'emploie parfois à donner des journalistes comme Florence de Changy, qui, elle, n'apporte pas le moindre élément pour étayer justement sa vision. Or là, on parle de témoignages qui sont issus de la propre famille du commandant de bord. Des témoignages qui sont très peu relayés par les médias et très peu connus du grand public. Et en ça, son livre est quand même très intéressant parce qu'il a fait un travail vraiment très sérieux. Vous aurez ainsi un portrait objectif et clair du commandant de bord, comme jamais cela n'avait pu être fait par qui que ce soit avant. Et d'ailleurs, attendez-vous à certaines révélations et incohérences que Patrick a pu noter dans le rapport de police qui avait justement fuité. Le chargement de l'avion, cette partie courte mais allant à l'essentiel, comme la plupart et même tous les chapitres de ce livre qui sont courts mais synthétisés, l'auteur démonte la piste des mangoustans ou encore celle du chargement suspect de Motorola. Confirmant que le chargement a bien été inspecté en sortie d'usine et qu'il est parfaitement normal qu'il n'ait pas été inspecté à l'aéroport, il tord ainsi le cou à ce que peut dire Florence de Changy depuis plusieurs mois. On a là une analyse d'un ancien commandant de bord, qui connaît parfaitement les règles de sûreté appliquées à un chargement de fret que l'on met dans un avion de ligne. Pas à quelqu'un qui n'y connaît rien dans ce domaine. Sur cet aspect, on est lui et moi à 100% d'accord. On partage cette volonté de mieux informer le public de ce genre d'éléments. Concernant les passagers, là encore, c'est rigoureux et ça ne part pas dans des délires comme on a pu voir ailleurs. On parle notamment des 2 passagers ukrainiens, des 2 passagers également iraniens. Et ce qui est intéressant, c'est que si je parle par exemple des 2 passagers ukrainiens, c'est qu'il a pu retracer leur origine, leur provenance et également ce qu'ils étaient venus faire à Kuala Lumpur et ce qu'ils allaient faire en Chine. Donc ça aussi, il y a un très bon travail d'enquête. Il manque toutefois, je dirais, une personne qui avait été justement pointée du doigt
par Guylain Watrelot. C'était un ingénieur aéronautique et on avait dit que cette personne aurait pu pirater le SATCOM. C'est une information qui avait été relayée par Guylain Watrelot. Sauf que, ça j'ai déjà dit, cette personne n'avait pas les connaissances ni les compétences pour faire une telle chose, qui plus est sur un équipement qui est totalement inaccessible depuis la cabine passager puisque le système est derrière le plafond. Donc pour moi, c'est une piste qui n'est pas du tout crédible. Le simulateur de vol du commandant de bord. Alors, personnellement, je ne retiens pas le simulateur de vol retrouvé chez le commandant de bord comme une preuve. Pour moi, il y a suffisamment d'éléments qui permettent de soupçonner le commandant de bord sans aller à regarder ce qu'il y a dans le simulateur de vol. Toutefois, l'analyse que fait Patrick Blely sur ce point est très détaillée. Pourquoi ? Parce qu'il donne énormément de renseignements issus du rapport de police qui n'ont jamais été relayés par les médias. Alors, connaissant le sérieux avec lequel l'auteur a enquêté, je n'ai aucun doute sur la véracité des informations. Mais certains y verront peut-être une volonté d'utiliser des éléments controversés dont, ce que l'on entend dire, les USA seraient les acteurs, ou encore de cacher un complot en voulant impliquer le commandant de bord. Les arguments d'une volonté de minimiser ou de cacher l'implication du commandant de bord est un sentiment que je partage parfaitement. Bien loin pourtant d'un complot à grande échelle que certains préfèrent croire car c'est tellement plus facile d'impliquer les méchants Américains. Je ne dis pas pour autant que les Américains sont des enfants de cœur. Mais dans cette affaire, pour moi, les Américains ne sont pas concernés. La trajectoire radar. Pas mal de points, cette partie est quand même très détaillée par Patrick Blely dans son livre. Plusieurs points, je vais essayer de détailler plusieurs points sur cette trajectoire. Le demi-tour après Higari est notamment pas mal détaillé. Sur ce point, toutefois, j'en fais une analyse un peu différente de l'auteur. Selon moi, le vent de face peut expliquer partiellement la trajectoire très serrée. Je suis à 100% d'accord avec Patrick Blely sur le fait que ce virage a été fait manuellement et non en pilote automatique. Toutefois, la variation de cap notée à la fin, que l'on observe, est pour moi attribuable au radar et non à une variation du pilote dans le pilotage. Alors, en effet, un radar qui entretient une piste en virage va faire poursuivre le virage à la piste radar avant de se rendre compte que l'avion avait entre-temps finalement stoppé son virage. On a donc un plot radar qui continue vers la gauche avant que les détections suivantes corrigent la position à droite dans un deuxième temps. C'est un fonctionnement que j'observe tous les jours sur les radars. Et ceci encore plus quand je contrôlais des avions de chasse qui viraient relativement serrés. Le radar avait du mal à suivre parfois et faisait continuer le virage à l'avion. On observait donc un avion qui dépassait le cap qu'on lui avait donné avant que les balayages radars suivants viennent corriger ceci pour donner la direction réelle de l'avion. On savait qu'il fallait attendre plusieurs secondes pour avoir une image correcte de la position de l'avion en fin de virage quand le virage était relativement serré. La coupure électrique totale. La méthode déroulée par l'auteur est très intéressante. Je partage le fait qu'il y a eu des actions volontaires dans le cockpit pour couper certains éléments de l'alimentation électrique de l'avion. Toutefois, certaines actions, je ne peux confirmer que les choses se soient passées exactement de la manière dont dit l'auteur. Alors, c'est une éventualité, c'est tout à fait possible. Je pense plutôt à un délestage électrique volontaire plus limité sans la sortie de la rate, cette petite éolienne, la Ramer Turbine, avec seulement le côté gauche qui aurait été isolé et délesté. Ce n'est pas le point de vue qui est partagé par l'auteur qui, lui, pense que l'alimentation électrique a été beaucoup plus déconnectée de façon à pouvoir expliquer certains éléments. Et sur ce point, il faut reconnaître qu'on est dans les hypothèses, mais l'expertise technique d'un pilote de métier, comme c'est le cas ici, elle est intéressante. Donc son point de vue, il est vraiment intéressant. Si tant est que l'on y accorde du crédit, ce dont je doute que certains soient capables tellement ils sont enfermés dans des théories complotistes. Ils préfèrent faire confiance à des gens qui n'ont pas de réelles compétences dans ce domaine et on ne pourra jamais leur faire entendre de raison. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à force de parler de cette affaire. Il y a des gens, c'est impossible de les convaincre du contraire. Sauf que tout ce qui est dit par Patrick ici fonctionne et sa rigueur ne souffre d'aucune approximation. Donc tout ce qu'il dit, pour moi, ça se tient.
La dépressurisation volontaire, c'est clairement une piste que je considère comme parfaitement viable également, comme l'auteur. Même si on ne peut rien confirmer sur ce point sans avoir la boîte noire qui enregistre les paramètres, c'est-à-dire le FDR, le Flight Data Recorder, il est évident, pour moi aussi, que la personne aux commandes aurait pris une telle mesure pour éviter que son plan ne tombe à l'eau. Le suivi d'une trajectoire VOR. Cette piste permet d'expliquer une méthode de pilotage simple sans alimentation électrique normale. Je trouve cette piste très intéressante. Un pilote de la vieille école sait parfaitement comment naviguer avec un VOR. Et l'auteur étant de la même génération que le commandant de bord du MH370, leur formation est assez similaire et le VOR était justement un instrument de base de navigation. Or, le VOR est un instrument de secours dans un Boeing 777. Cette notion de VOR est moins marquée chez les pilotes de la nouvelle génération et notamment de la génération du copilote du MH370 qui a davantage grandi avec l'arrivée du GPS, de la AirNav et du GNSS. Une piste d'autant plus intéressante que les variations de cap observées au radar, comme je l'ai déjà dit, notamment au-dessus de la Malaisie, prouvent que l'avion n'était pas en pilote automatique et donc n'était pas dans une trajectoire de type, pour ceux qui connaissent un peu, LNAV, Heading ou Track. La trajectoire aurait été beaucoup plus stable en cap si ça avait été le cas. Or, ce n'est pas ce que l'on observe, et ça, Patrick Blayley le fait très bien noter, qu'il y a des variations de cap qui sont beaucoup trop fortes pour qu'on puisse attribuer ça à une trajectoire sous pilote automatique. D'ailleurs, et ça je l'avais déjà dit, le survol de Penang est typiquement ce que l'on observe en navigation VOR. Je l'ai bien expliqué dans une vidéo sur la trajectoire radar sur YouTube, pour démontrer qu'il ne s'agit absolument pas d'une trajectoire en LNAV de type flyby ou flyover. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais déjà publiée là-dessus. Ce point peut paraître obscur pour les non-initiés d'aéronautique et pourtant il est essentiel pour montrer une fois de plus que l'on est bien dans le cas de quelqu'un qui pilote l'avion manuellement à ce moment-là. Le fait que l'avion soit descendu vers un FL 300 environ. Voici un point que j'avais justement suggéré dans mon enquête également. Voir un pilote professionnel confirmer exactement ce que je disais dès mon premier ouvrage qui était paru en 2018, notamment sur le fait que la vitesse était trop élevée pour être restée au niveau 350 et expliquer la même chose, vient justement accréditer mon analyse que j'avais fait initialement. Mais aussi le fait que l'on peut parfaitement expliquer des éléments que l'on considérait comme étant des incohérences radar et que les autorités auraient pu fabriquer ces informations. Ces allégations ne reposent sur rien si ce n'est une volonté de toujours mettre en doute les données officielles. Une méthode tellement facile pour appuyer un complot sans faire l'effort d'une étude un minimum approfondie de ces données. Et en matière de performance avion, on peut faire confiance à l'auteur si certains doutaient de ce que j'avais déjà suggéré. La trajectoire verticale de l'avion, c'est aussi un point que j'avais clairement fait mention dans mon ouvrage pour dire qu'il y avait d'énormes incohérences. L'analyse que fait l'auteur de ce livre, de ce tableau, va encore plus loin que ce que j'en avais déjà fait. J'avais déjà largement dit dans mon ouvrage, mais aussi en vidéo, que les altitudes étaient incompatibles avec un Boeing 777. Là où certains y voient la preuve que ces informations ont été trafiquées, l'auteur et moi y voyons un élément montrant une mauvaise calibration du radar. On aurait aimé que les autorités donnent plus d'explications à propos de ce graphique. Le téléphone du copilote. Cet élément, que ce soit pour moi mais également pour Patrick Blayley, est selon nous la preuve que l'avion est bien passé par Penang. Quoi qu'en disent certains détracteurs que l'avion n'aurait jamais fait demi-tour, non, là on a quand même un élément qui est intéressant et qui permet de confirmer ça. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Pourtant, certains amateurs de théorie mettent en doute cette information du bornage du téléphone du copilote. Mais ils aiment bien réfuter sans étudier un minimum les éléments. C'est tout l'art du complotisme. Là, Patrick y apporte une explication simple et parfaitement rationnelle, laissant entendre que le copilote se serait retrouvé bloqué dans la cabine passager par un commandant de bord ayant verrouillé l'accès au cockpit. C'est aussi ce que je pense, même si, il faut le reconnaître, nous n'aurons jamais complètement la réponse à cette question, puisque notamment l'enregistreur de conversation du cockpit, le CVR,
ne comporte que les 2 dernières heures. Or, on sait que l'avion a continué à voler 7 heures. Cette partie ne sera pas enregistrée dans le CVR si jamais on le retrouve un jour. Le vol au nord de Sumatra. Je partage totalement le fait que cette trajectoire serait beaucoup plus simple que ce qui a pu être avancé par d'autres. Le pilote a cherché à faire simple, selon moi aussi. Là où je suis plus mesuré, c'est sur l'offset. Cette trajectoire un peu en décalé. Une hypothèse qui a largement été envisagée par l'Independent Group, mais aussi reprise par le groupe français Capsio. Mais je ne suis pas du tout convaincu que le pilote se serait embêté à faire une trajectoire de ce genre. Après une discussion justement récente avec Patrick sur ce point, il tendrait justement peut-être à invalider cette hypothèse de l'offset. Les calculs de carburant. Cette partie du livre sera, je pense, la plus difficile à suivre pour les néophytes, soyons honnêtes. Même pour moi, qui n'a pas cette culture de pilote de ligne, il m'a fallu du temps pour comprendre les calculs effectués par Patrick quand nous nous sommes rencontrés. Savoir comment utiliser les tableaux de consommation, de vitesse, de distance que l'on a dans les manuels de Boeing, cela requiert une aisance qui ne peut être que celle d'un pilote professionnel et d'un pilote de ligne. Et c'est en cela que je trouve le travail de Patrick extrêmement utile car son expertise dans ce domaine lui permet d'utiliser facilement ces données pour les mettre en application dans le MH370. Après avoir détaillé chaque branche avec lui, ce qu'il n'a pas fait dans son livre, sinon ce serait imbuvable pour le lecteur, je peux attester que son travail est rigoureux et ne souffre d'aucune approximation dans ce domaine. C'est un travail remarquable et j'espère que l'on arrivera à exposer cette trajectoire un jour à la TSB pour peut-être essayer de proposer une zone de recherche. La trajectoire dans l'océan Indien. Je me réjouis là encore de voir un pilote avoir la même analyse que moi concernant le BTO et le BFO. Considérer ainsi que le BTO est parfaitement viable et crédible, mais que le BFO est à beaucoup nuancé. C'est ce que je dis depuis longtemps et c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer au public. De même que considérer que l'on puisse arriver à déterminer une vitesse de descente au moyen du BFO serait un exercice bien peu crédible, c'est vraiment un point qu'on partage tous les deux. La trajectoire tracée au compas, comme l'explique Patrick dans sa méthode, entre les arcs BTO est basée sur un principe très simple. Projeter la distance qu'a pu parcourir l'avion entre 2 arcs BTO pour voir à quel endroit il intercepte le cercle suivant. Cette méthode ne fait appel absolument pas au BFO. Elle utilise uniquement les BTO. Néanmoins, je sais que Patrick a pu faire vérifier entre-temps, depuis la clôture de son manuscrit, il a pu faire vérifier cette trajectoire avec les BFO et ces BFO justement se sont avérés très concluants, hormis au tout début, mais comme le SATCOM venait de redémarrer au début, le BFO à ce moment-là n'est pas considéré comme fiable du fait de la température du quartz au démarrage qui n'est pas encore nominale. Cette information, elle est également sous-entendue dans les rapports officiels. Par ailleurs, l'auteur a justement corrigé le document de Boeing publié en annexe du rapport final malaisien, car comme il le fait justement remarquer, les calculs sont en ISA, c'est-à-dire en atmosphère standard. Or, il aurait fallu tenir compte de la température différente de l'atmosphère standard cette nuit-là, ce que justement il a fait dans ses calculs. En matière d'autonomie, si on suit la trajectoire et l'altitude suggérée par l'auteur dans son étude, l'avion peut parfaitement avoir atteint le 7e arc et la perte du 2e moteur être intervenue entre le 6e et le 7e arc, comme on le pense justement. Preuve que la trajectoire de Patrick fonctionne parfaitement. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que c'est exactement ce qu'a fait l'avion cette nuit-là. Si la vitesse supposée de Patrick est bonne, et il explique dans son ouvrage pourquoi il prend cette vitesse, je vous passe les détails, allez lire le livre, mais tout ça c'est également parfaitement expliqué, alors les chances que la trajectoire soit exacte sont élevées. Et je dois reconnaître que je suis très optimiste sur cette éventualité. L'hypothèse d'un vol au-dessus de l'océan Indien en mode track, c'est-à-dire sous pilote automatique, puisqu'entre-temps le pilote automatique serait de nouveau disponible puisque l'alimentation a été restaurée, est aussi ce que je pense le plus probable. Car le plus simple pour suivre une trajectoire en ligne droite sans avoir à se préoccuper de la déclinaison magnétique
et d'ailleurs celle-ci varie sensiblement sur la trajectoire dans l'océan Indien, eh bien tout ceci est bien plus probable que le pilote, aux commandes à ce moment-là, en ait tenu compte pour s'assurer que l'avion aille bien dans la direction voulue. Je ne crois absolument pas à tous ces scénarios de spécialistes voulant faire coller la trajectoire à des points de navigation ou à des routes publiées. Je pense qu'on est vraiment beaucoup plus sur une navigation beaucoup plus basique. Et là-dessus, Patrick Bailly considère que c'est également le cas. Et sur ce point, on est tous les deux sur la même longueur d'onde. La zone finale de recherche. La zone préconisée par Patrick Bailly est très précise. Même si je pense qu'il faudrait potentiellement élargir un peu plus vers l'est ou vers l'ouest pour prendre en compte le fait que le pilote a très bien pu faire varier un peu plus le cap sur la fin, je considère plus probable que ces variations soient toutefois limitées, car le pilote a certainement gardé le soleil à gauche, ce qui était le cas dans sa trajectoire, et non en face. Et pour moi, cela l'aurait gêné si c'était mis sur une trajectoire face au soleil, puisque on aurait eu un soleil bas sur l'horizon, en face, ce qui n'est pas le plus idéal pour avoir une idée de la surface de l'eau pour pouvoir faire un amérissage des plus faciles. Les travaux de la trajectoire sont plus précis, ceux de Patrick, et ça permet justement de resserrer la zone que j'avais définie il y a 6 ans sur ce graphique. Vous voyez la zone hachurée en vert, c'est la zone que j'avais définie déjà il y a 6 ans, en 2016. Et la zone que trouve Patrick est en plein milieu de la zone que je préconise depuis le début. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais changé d'avis sur la zone que j'avais définie. Et grâce à son expertise et à son travail méthodique, Patrick vient justement valider une étude bien moins précise que j'avais faite depuis longtemps. L'hypothèse d'un amérissage. L'hypothèse officielle, et sur laquelle ont été basées toutes les campagnes de recherche, est personne aux commandes à la fin du vol. Comme Patrick, je ne partage pas du tout cette théorie officielle pour les mêmes arguments qu'il avance. Patrick parle d'un entretien vidéo avec Larry Vance justement. Cette visioconférence, c'est une visioconférence que j'avais réussi à organiser avec Larry Vance et à laquelle j'avais convié justement Patrick Bailly pour qu'on puisse discuter à trois. Et cet entretien a été passionnant. Avec Patrick, nous avions lu l'ouvrage de Larry Vance et nous souhaitions justement discuter avec lui de certains aspects plus techniques. Bien entendu, cette conférence était en anglais, comme vous pouvez vous en douter. Une visio qui nous a confortés dans ce sentiment commun que l'on avait, que quelqu'un était aux commandes jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi nous souhaitons faire connaître notre position à la TSB pour justifier d'aller chercher dans le secteur que l'on préconise. Et nous continuons ces travaux en ce sens, et on espère justement arriver à convaincre la TSB, peut-être dans les prochains mois. Nous y travaillons en tout cas. Un amérissage avec l'APU. Alors jusqu'à rencontrer Patrick, j'étais toujours resté sur la version officielle, à savoir la perte des 2 moteurs, démarrage automatique de l'APU qui a redémarré le SETCOM, ce qui explique parfaitement la particularité du ping du 7e arc. Mais la discussion que nous avons eue avec Larry Vance, qui considère que l'APU ou les 2 moteurs étaient encore en fonctionnement au moment de l'amérissage, a fait réfléchir Patrick, et grâce à son expertise de pilote, il a trouvé une possibilité jamais envisagée par les enquêteurs et qui est, faut le reconnaître, tout à fait viable. De mon côté, je ne saurais trancher entre les 2 possibilités. Les 2 peuvent correspondre. Toutefois, la vision de pilote de Patrick Bailly, laissant entendre une volonté de mieux contrôler l'avion lors de la phase critique de l'amérissage, me paraît tout à fait intéressante à creuser. Encore faut-il que les enquêteurs de la TSB soient ouverts à cette possibilité. Il faudra donc qu'on arrive à les convaincre. Ce dernier ping incomplet. Il est exact que la séquence de reconnexion du ping du 7e arc était incomplète. Les enquêteurs ont considéré que la raison était que l'avion s'était donc écrasé avant que cette communication soit terminée. Voilà une des raisons pour lesquelles ils ont toujours privilégié de chercher proche du 7e arc. Je n'étais pas d'accord avec cette éventualité car j'avais déterminé que l'APU n'aurait pas fonctionné aussi longtemps que le soutien à la TSB
dans un de ses rapports. Il parlait d'une autonomie d'environ 15 minutes. Pour moi, l'APU aurait pu s'arrêter bien avant. Une analyse que partage justement Patrick, qui pense aussi que l'APU n'aurait jamais duré aussi longtemps. Mais ce que propose Patrick est justement inédit. La question qu'il pose, c'est « Et si le LMS avait déconnecté le SATCOM dans le but de délester ce qui consomme trop, et notamment le SATCOM ?» Le pilote garderait alors la loi normale des commandes de vol, et surtout il serait possible de sortir complètement les volets, donc d'abaisser la vitesse d'atterrissage pour un amérissage avec une vitesse plus faible, tout en gardant un pilotage de l'avion bien plus facile qu'en loi directe si justement on n'avait plus d'alimentation électrique. Enfin du moins d'alimentation uniquement basée sur la rate. La piste mériterait clairement d'être investie, d'autant qu'il serait tout à fait possible de reproduire ceci dans un 777 sans même être en vol. Encore une chose que l'on pourrait suggérer aux enquêteurs pour aller vérifier la viabilité de ce scénario. Le plané. La méthode de calcul de Patrick, qui est utilisée pour définir la distance minimale et maximale de plané, est tout à fait valable et amène à suggérer une zone de recherche plus au sud de celle déjà effectuée dans cette zone. D'ailleurs, Ocean Infinity avait exploré une partie de cette zone, et j'avais exprimé à l'époque mon optimisme quand ils exploraient cette partie, à condition de continuer plus au sud. Malheureusement, ce qu'ils avaient fait, ils ont continué non pas plus au sud, mais plus au nord, en suivant le long du 7e arc, et j'avais justement dit à l'époque que pour moi, les chances de trouver l'avion en suivant cette piste-là étaient ensuite bien moins probables. Et on n'a rien trouvé. Ce que fait remarquer Patrick sur la perte de l'AIS pendant 4 jours est exact. L'AIS, c'est le transpondeur qui est utilisé par le navire pour le suivre. Donc l'AIS, on en parle de l'AIS du navire d'Ocean Infinity lors des recherches. En effet, pendant 4 jours, le navire avait coupé son système de suivi. Or, c'est justement dans le secteur que l'on juge tous les deux le plus probable que cette coupure est intervenue. Alors Patrick s'interroge, qu'a fait le navire pendant ces 4 jours dans la zone ? On ne sait toujours pas aujourd'hui. Alors loin de lancer une idée de complot, ces interrogations sont fondées, puisque l'on est justement dans les environs de la zone qu'il a définie. Certains complotistes vont se faire une joie de sauter sur cette information, je n'en doute pas. L'analyse des débris. Je partage à 100% ce qu'il dit concernant ce que l'on peut déterminer au sujet des débris. Cela ne peut pas correspondre à un crash à grande vitesse comme le supposent les enquêteurs depuis le début. J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de faire part de mes critiques sur la volonté de la TSB à vouloir se focaliser uniquement là-dessus et à ne pas vouloir y voir la possibilité d'un amérissage. D'autant que la conclusion du rapport français de la DGA pointe plutôt vers une piste d'amérissage. Je partage également l'analyse que fait Patrick du flaperon. L'arrachement en vol ne permet pas d'expliquer les dégâts observés. La non-détection de la balise SARSAT. J'ai longuement expliqué dans mon ouvrage pourquoi la balise de détresse n'a pas été captée. Je corrigerai justement un point dans ce qui est dit dans ce livre. Il n'est pas tout à fait exact que le satellite n'aurait pas été présent pour détecter la balise. C'est en effet le cas pour les satellites LEO, c'est-à-dire les satellites à orbite basse, puisqu'ils tournent autour de la Terre en passant par les pôles, et qu'il est possible qu'au moment du crash, il n'y en ait pas eu dans ce secteur-là. Mais il y a toujours un satellite géo, c'est-à-dire un géostationnaire, présent en orbite. Et ce dernier aurait pu détecter un ping, sans pour autant pouvoir le localiser. Il aurait fallu ensuite attendre le passage d'un LEO pour localiser l'origine. J'explique très bien justement ça, comment ça fonctionne dans mon ouvrage. Mais le plus probable est pour moi le fait que la balise aurait déjà été sous l'eau au moment de son déclenchement ou qu'elle ne serait pas du tout déclenchée. Comme le dit l'auteur, le déclenchement automatique n'est pas toujours très fiable. Et là-dessus, d'ailleurs, un rapport du BEA le montre clairement. Je vous renvoie vers le site du BEA où vous trouverez justement une étude sur ces thèmes-là. En conclusion, et pour comparer avec d'autres livres, je vais être franc et direct. Ce livre est le plus sérieux que j'ai pu lire à ce jour. Sans considérer le mien, on va en parler un peu après. Je ne dis pas cela parce que j'ai depuis noué une relation d'amitié avec l'auteur. Je le dis parce que je le pense vraiment. On est bien loin
du livre de Florence de Changy. On est ici dans du factuel et de l'aéronautique. Avec ce livre, je vais reprendre les mots qu'avait eu Guylain Watrelot au sujet du livre de Florence de Changy et dire, avec ce livre, on se rapproche énormément de la vérité. Car c'est vraiment ce que je pense ici. Depuis que j'ai appris à connaître Patrick Blély, même si je suis parfois plus prudent sur certaines parties, j'ai acquis la conviction qu'il a été encore plus loin que moi dans cette enquête et qu'il vient parfaitement compléter mes travaux en précisant une zone de recherche crédible et exploitable qui serait possible justement d'exploiter dans un temps et avec un budget raisonnable. Tout est sourcé, calculé, notamment sa trajectoire, et j'y vois l'étude justement de trajectoire la plus viable à ce jour. Davantage que l'Independent Group ou même Capsio, qui n'ont eu de cesse de faire plein de calculs, parfois sur des bases discutables, ne prenant jamais en compte une vision de pilote, mais plutôt une vision d'ingénieur, et c'est justement ce que je leur ai souvent reproché. Or, dans cette affaire, il manquait une chose capitale, il manquait un point de vue de pilote. Et c'est ce qu'apporte Patrick Blély avec son ouvrage. Aujourd'hui, oui, Patrick est devenu un ami. C'est la personne avec qui je peux parler librement de tout dans cette affaire. Parce que je sais qu'il ira chercher très loin pour comprendre et que, quand il trouve, sa démonstration est imparable, car il ne laisse aucun détail de côté. Toutes ces informations sont d'ailleurs systématiquement référencées en pointant le rapport dont elles sont issues dans son ouvrage. Peu de gens ont une aussi bonne connaissance du MH370. Son livre est beaucoup plus rapide à lire que le mien, 157 pages contre 447 pour mon ouvrage. Certes, je vais beaucoup plus dans le détail dans mon ouvrage, dans lequel je voulais balayer tous les aspects de cette affaire dans le but d'en faire un livre de référence, mais aussi didactique pour mieux connaître tous les aspects de cette affaire. C'est pourquoi j'avais fait le choix de prendre davantage le lecteur par la main pour l'amener à découvrir certaines notions aéronautiques que je considérais comme un préalable nécessaire à la compréhension de l'enquête du MH370. Car c'est pour moi une façon de combattre tout un tas de théories fumeuses. Il faut expliquer les choses aux gens. Il ne faut pas les prendre pour des bêtes et leur donner des informations qui ne sont pas vérifiées. Il faut leur donner toutes les informations. Il faut les expliquer. Il y a cette notion, justement, de pédagogie que l'on retrouve assez peu dans cette affaire. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Ici, on est davantage dans une démonstration d'une théorie, simplifiée pour permettre aux néophytes de comprendre, mais aussi parfois technique pour permettre à des personnes plus averties, et notamment des pilotes professionnels, même de 777, de vérifier ses dires et notamment ses calculs. La méthode est donc différente. Quoi qu'il en soit, je ne peux que recommander vivement cet ouvrage pour vous faire également une idée dessus et vous amener à avoir d'autres informations qu'on ne vous a jamais dit dans les médias ou que certains journalistes ne veulent pas vous dire parce que ça ne correspond pas à leur théorie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire l'ouvrage de Patrick Blély. Je vous renvoie également vers mon ouvrage, puisqu'il complète également pas mal d'aspects du travail de Patrick. En tout cas, c'est un très bon livre qui donne un scénario qui est tout à fait viable, même si c'est un scénario qui n'est pas considéré comme viable par les complotistes. Néanmoins, ce travail, il est, comme je l'ai dit, sourcé, c'est calculé, c'est documenté, c'est sérieux, c'est pragmatique. Donc, allez-y, faites-vous votre propre idée.